Bonbons, caramel. Ah, les westerns, moi, c'est vrai. Ça, Chocolat. je m'en lâche jamais. Moi. Bonbons, caramel. Et puis le boulot des cascadeurs. Oh là là, c'est remarquable. Bonbons, caramel. Alors évidemment, comme on en a vu tellement, Bonbons, caramel. on finit par trouver ça un petit peu facile, on devient un peu blasé donc du fait. Mais sincèrement, je ne vous conseille pas d'imiter ces gens-là. Hein. Esquimaux, chocolat. Pas plus d'ailleurs que le chat qu'on va voir dans le dessin animé là. Mais attention, c'est pas n'importe quel chat, c'est un chat de Monsieur Fred Avery. Alors. Ah non, il dit non. C'est Tex Avery. C'est bien, vous l'avez remarqué, hein. Mais non, mais je l'ai fait exprès. Ah bon? Ah non, parce que Fred, c'était son véritable prénom. Mais comme il venait du Texas, ses amis n'ont rien trouvé de mieux que de l'appeler Tex. Oh, c'était patent. Avion cible en l'air. Disposition de tir. Première batterie prête. Première batterie prête. Feu! Avion type, deuxième départ. Feu! Prêt, deuxième batterie. Feu! Tir terminé. Ces jeunes Français, responsables de leur mission, ne boivent pas d'alcool. Santé, sobriété. Puisque tu n'as rien à faire, tu devrais bêcher le jardin. Ok, j'y vais. Alors, tu as déjà fini. Non, mais il pleut. Mais dis-tu, regarde comme je suis percé. C'est de ta faute, tu vas voir. Alors, tu as aussi reçu la douche? Oui, mais je ne suis pas percé, car j'avais imperméabilisé mes vêtements avec un produit du tonnerre. Quel est ce fameux produit? C'est Alto. En effet, Alto imperméabilise tous les tissus, toutes les toiles. Alto est vendu dans toutes les drogueries. Alto, production des produits chimiques de Beuvry Nord. Ils sont partis. 100 000 personnes ont leurs jumelles braquées sur les chevaux du Grand Prix. 100 000 personnes, sauf une, Monsieur Duvet. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? La course est passionnante. Bacchus, grand favori, mène. Oh, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Bacchus entre en tête dans la ligne droite. Voici l'arrivée. Bacchus est attaqué. Bacchus résiste. Il a gagné. Oh, bravo, Cadorissin. Mais bien sûr, elle est merveilleuse, la brillantine lustrale Cadorissin. La brillantine Cadorissin rendra vos cheveux beaux et sains. Et hop, bravo Cadorissin. Mais alors, vous ne regardez pas nos réclames, monsieur Eddy? Non. Bon, enfin, il y en a des géniales. Ah, si. Vous connaissez les vins du... Ah non? Ah, il y a un film génial, là. C'est tourné en plein cœur sauvage des bords de la Marne. Et il y a un monsieur qui fait la cour à une dame, qui l'invite à faire un tour en barque. La barque se retourne, la dame ne sait pas nager, le monsieur non plus. Mais sauvé, in extremis, par un hélicoptère qui arrive, qui déplie son échelle de corde, les récupère, les pose sur les bords de la Marne, et là, qui descend de l'hélicoptère? Le pilote, qui n'est autre que le en vrai costume, qui leur donne 2 litres de rouge, il leur flingue dans les bras, il leur fait tenez, savoir qu'un crat. C'est beau. Oui. Ah oui, c'est beau. Ah, ça vaut une belle attraction, hein, ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, hein? Ah, il y a une chose qui va vous plaire, monsieur Eddy. Il y a des cow-boys avec Fondby et sans lasso. C'est sûrement des Américains, hein. Oh, bah allons-y, tiens. Oui. Ah oui, ah oui. Vous connaissez l'Amérique, vous, monsieur Eddy? Ah oui, oui, oui.
C'est vrai. Ils parlent plus américain dans leurs films, là-bas. Ah bah là-bas, oui. Là-bas, ils sont obligés. Hein. C'est simple, Gary Cooper, par exemple, en France, il parle en français. Oui, mais là-bas, il est obligé de parler américain. Il arrive tout droit du Texas. Et ses amis, c'est le grand-duc Paloville. C'est le roi du lasso. C'est pas vrai. Si. Et voici venir le grand Frank Bill. Bravo. Alors, maintenant, toujours de Delmordez, voici un péplum, c'est Les Gladiateurs. Les Gladiateurs, c'est la suite du fameux film La Tunique. Parce que La Tunique est restée vraiment célèbre, du fait même que c'était le tout premier film réalisé en cinémascope. C'était pas mal, hein, ceci dit. C'était pas mal, enfin, c'était un petit peu long, un petit peu lent, parce que ça démarrait sans surprise, parce que c'était les aventures de Jésus-Christ, donc à chaque fois on sait comment ça va se terminer. C'est un petit peu triste, quoi. Ah. Oh, je vous en prie, monsieur dit, faites pas le zouave, là, hein. Moi, je fais le zouave? Ah, je fais le zouave.
Ah, je fais le zouave. Très bien, je suis en train de vous présenter les gladiateurs. Je fais le zouave. Ah bah très bien. Delmerdez aussi, il fait le zouave quand il a tourné ça. Bien sûr. Bah voilà, il l'a traité comme un western, lui. Alors bien sûr. Alors les Romains sont vraiment les vilains Indiens. Et alors les chrétiens sont les gentils cow-boys aussi pendant qu'on y est. Non, mais enfin, de quoi parle-t-on? Et Victor Mature, il fait le zouave aussi, lui, hein? Victor Mature, là, qui a fait plein de péplums, lui. Il a fait l'Égyptien, il a fait la tunique, les gladiateurs, Hannibal. Il a fait Samson et Dalila, il faisait le clown, lui aussi, ou le zouave, faudrait peut-être savoir. Alors qu'est-ce que je pourrais encore vous dire, moi? Je pourrais simplement vous dire que celui qui trouve les dents du tigre a gagné une pâte dentifrice. Voilà, et qu'il m'écrive. Bien, sinon, quoi d'autre en toi, au lieu de faire le zouave? Eh bien, je vous dis, Ave César, et voyez-vous ça, les informations de soir 3. Oui, il fait le zouave. Alors, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre journal sera beaucoup plus bref que d'habitude, une quinzaine de minutes seulement pour vous permettre de poursuivre rapidement votre soirée cinéma. 4 grands titres dans ce journal. Le Liban, les combats ont repris à Beyrouth ce soir. Malouine, la foule à Buenos Aires réclame en ce moment la démission du général Galtieri. Blocage des prix, le CNPF dit non au gouvernement. Enfin, le voyage en Autriche demain de François Mitterrand, un modèle de socialisme dont la France aimerait bien s'inspirer. Nous commençons par les Malouines, car la fin des combats a d'importantes répercussions sur la politique intérieure en Grande-Bretagne, mais surtout en Argentine. À Buenos Aires, en ce moment, le général Galtieri se voit conspué par la foule. Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées devant son palais présidentiel et réclament la fin de la dictature militaire. Au contraire, Margaret Thatcher et le Parti conservateur à Londres triomphent, ce qui conforte la Dame de Fer dans son refus de négocier quoi que ce soit. Elle annonce le rétablissement pur et simple de l'administration britannique aux Malouines, telle qu'elle existait avant l'invasion argentine. Le Liban, les dernières dépêches nous annoncent que les soldats syriens ont attaqué les blindés israéliens autour de Beyrouth, ce qui serait une réponse par les armes à l'ultimatum israélien de quitter le pays. Joël Hazard. À Beyrouth, la situation évolue d'heure en heure. En début de journée, calme relatif, le cessez-le-feu semblait à peu près effectif. Et puis brutalement, les hostilités reprennent. Tout a recommencé avec un pilonnage israélien des premières lignes de défense palestino-progressistes dans la banlieue sud. Quelques instants plus tard, les Syriens faisaient leur réapparition dans Beyrouth-Ouest. Des blindés de la force arabe de dissuasion sillonnaient le bord de mer. Des barrages étaient dressés dans le quartier ouest de la ville. Peu après, les forces syriennes et palestiniennes ouvraient le feu contre les Israéliens stationnés à l'est de l'aéroport. Alors que se passe-t-il? Pourquoi les Syriens sont-ils réapparus aux côtés des combattants palestiniens? Pourquoi cette nouvelle assurance des forces palestino-progressistes face à la pression israélienne de plus en plus forte? En fait, c'est clair, ils ont repris espoir. À Damas, Assad et les Palestiniens se sont concertés. Moscou achemine des renforts en matériel. Le Kremlin hausse sérieusement le ton. Les négociations s'accélèrent. Begin commence à être lâché par une partie des Israéliens. À Beyrouth-Ouest, on se sent donc moins perdu et l'on relève la tête. Menahem Begin, dont l'opposition intérieure s'accroît, est parti pour New York. Il rencontrera peut-être Alexander Haig vendredi et peut-être Ronald Reagan la semaine prochaine. Les autorités américaines sont beaucoup moins affirmatives que le Premier ministre israélien. Monsieur Shamir, le ministre israélien des Affaires étrangères, a été reçu, lui, en fin d'après-midi à Paris par François Mitterrand. Au cours de cet entretien, M. Mitterrand a redit sa position. La France demande le retrait immédiat des forces militaires israéliennes du Liban. C'est tout ce que l'on sait de cet entretien. M. Shamir n'a pas fait de commentaires et le porte-parole de l'Élysée, Michel Vauzel, a refusé de qualifier le ton de la conversation. À l'étranger, encore à signaler la déclaration solennelle d'Andrei Gromyko devant l'Assemblée générale des Nations unies sur le désarmement. L'Union soviétique s'engage à ne pas utiliser la première, les armes nucléaires. En France, la réunion de jeudi entre gouvernement, syndicats et patronat sur les mesures d'accompagnement de la dévaluation, le blocage des prix et des salaires, cette réunion s'annonce sous de mauvais auspices. Le ministre Jacques Delors appelle à la responsabilité des partenaires sociaux. Il y a mal donne, répond Yvon Gattaz pour le CNPF. Le gouvernement doit changer de politique économique. Nous faisons un constat grave, car la récente dévaluation a prouvé que cette gestion n'était pas bonne et nous le disons depuis très longtemps. Aujourd'hui,
devant le désaveu de la politique économique et les chiffres de la dévaluation à la face du monde, on peut dire qu'il est indispensable d'effectuer un changement très profond de la politique économique et de la politique sociale de la France. Nous le disons depuis très longtemps, notre économie est en péril, il y a beaucoup trop de charges sur les entreprises françaises, il faut que l'État réduise son train de vie, il faut qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire, enfin, nous n'avons pas le droit de vivre au-dessus de nos moyens. Qu'attendez-vous de concret de la réunion de jeudi entre les partenaires sociaux et le gouvernement? Vous savez, cette dévaluation doit être effectivement accompagnée de mesures d'effort et de rigueur. Nous l'avons dit depuis longtemps, donc nous aurions mauvaise grâce de changer d'avis aujourd'hui. Mais d'abord, nous ne savons pas ce qui va sortir de cette réunion tripartite, on ne peut pas le deviner. Il est certain que le gouvernement va nous exhorter à l'effort et à la rigueur. Il est certain qu'il va falloir tenter de modérer tous les salaires et tous les revenus. Et en ce qui concerne les chefs d'entreprise et les cadres, je crois qu'ils marcheront, bien entendu, par civisme. En ce qui concerne le blocage des prix, nous sommes tout à fait contre, car c'est contraire à l'économie libre et ça conduirait à des situations dramatiques avec faillite d'un certain nombre d'entreprises qui vendraient au-dessous de leur prix de revient. Et c'est pourquoi nous, comme l'entreprise aujourd'hui est en péril, nous avons décrété ce matin à notre Assemblée générale une sorte de mobilisation générale de tous nos chefs d'entreprise français dans l'année de l'entreprise et dans les états généraux des entreprises françaises au service de la nation, états généraux qui vont se poursuivre à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année et qui se termineront dans une grande manifestation le 14 décembre prochain à Paris. Les syndicats ouvriers, eux aussi, sont réticents sur l'austérité. Pour la CGT en congrès à Lille, on ne freine pas l'inflation en réduisant la consommation des travailleurs. André Bergeron pour Force ouvrière a été reçu ce soir par Pierre Mauroy. Il ne croit pas au recours à la loi pour bloquer les salaires et affirme que l'État n'a pas les moyens de surveiller le blocage des prix de détail. Ces réticences et ces critiques des partenaires sociaux, patronat en tête, trouvent un relais à l'Assemblée nationale.